Salut à tous, c'est Yanis qui vous présente le basket européen comme vous l'avez tout simplement jamais vu. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'intéresser à l'Euroleague en me posant une question très compliquée et plutôt où il peut y avoir vraiment beaucoup de débats. Réellement, qui peut gagner l'Euroleague cette saison? Je vais d'ailleurs commencer mon développement tout simplement en vous présentant le classement d'Euroleague et des équipes play-offables, c'est-à-dire que je vais pas m'occuper du fin fond du classement parce que je pense qu'il n'y a aucun intérêt à parler des équipes qui sont dernières et qui pour l'instant sont où ça va être très compliqué de se qualifier pour les playoffs. Donc en premier, on a le FC Barcelone, sans surprise, à 17 victoires, 7 défaites. Deuxième, on a un deuxième cadre, le CSKA Moscou, à 16 victoires, 8 défaites. Ex-aequo au nombre de défaites à Milan, troisième, avec 15 victoires, 8 défaites. Suivi de très près par le Real Madrid, lui aussi à 15 victoires, 9 défaites. Ex-aequo au Bayern Munich à 15 victoires, 9 défaites. Après, on a le Fenerbahçe Beko Istanbul qui a fait une remontée folle sur 9 victoires d'affilée, qui a 14 victoires, 10 défaites. Un peu plus loin, le Zénith Saint-Pétersbourg a 13 victoires, 9 défaites. Encore un petit peu plus loin, l'Anadolu Efes a 13 victoires, 10 défaites. Puis, ex-aequo à l'Anadolu, on a Zalgiris à 13 victoires, 10 défaites. Puis après, on a Valence à 12-12. Et après, c'est vraiment des équipes qui sont un petit peu plus loin et qui globalement, même si ça s'annonce un petit peu compliqué. Après, bon, je vais quand même vous les citer. On a Baskonie à 11-13, ex-aequo à Olympiakos qui est aussi à 11 victoires, 13 défaites. Puis après, le Maccabi a 10 victoires, 12 défaites et l'Asvel a 10 victoires, 14 défaites. Donc ça s'annonce vraiment compliqué pour ces clubs-là qui arrivent à remonter, à se qualifier en play-off. C'est vraiment des clubs qui vont se battre toute la saison, mais qui vont, voilà, globalement qui devraient pas se qualifier pour les play-offs. On va tout de suite parler du premier niveau. Et ce premier niveau est attribué aux surprises. Non, je ne parle pas des surprises des clubs qui me surprennent cette saison parce que j'ai énormément de surprises. Je parle tout simplement des surprises des clubs qui pourraient surprendre et pourquoi pas gagner le titre cette saison. Voilà, c'est des clubs qui ont qu'une étoile, c'est-à-dire qu'il y en a vraiment largement au-dessus, mais c'est des clubs qui pourraient se qualifier en 7ème, 8ème position des playoffs et pourquoi pas sortir un CSKA Moscou au premier tour ou un FC Barcelone en playoff. C'est pour ça que je les ai mis dans surprise. Et il y a tout simplement le Zénith Saint-Pétersbourg, qui pour moi montre un très bel effectif et fait un excellent début de saison, mais pas assez, il manque quand même un petit peu de régularité parce qu'ils sont capables de faire de très bonnes séries comme de faire des grandes séries de défaites. En plus, les fins de match sont un petit peu tendues pour le Zénith Saint-Pétersbourg, mais globalement, je trouve excellent Kevin Pangos. Mateusz Pontica est aussi excellent. Judaitis qui commence à se réveiller, ça fait beaucoup de bien. Baron, plutôt pas mal. Poitras, très irrégulier, malheureusement. Voilà, c'est là où ça pêche un petit peu, je pense aussi, c'est cette irrégularité côté russe. Deuxième club que j'ai mis dans surprise, c'est le Zalgiris Kaunas. On les attendait pas à ce niveau, on sait qu'ils avaient des qualités. On connaît les qualités d'un Geoffrey Lauvergne qui fait un super début de saison. On connaît les qualités d'un Marius Grigonis qui offensivement est simplement monstrueux. Mais voilà, derrière Grigonis et Lauvergne, il y a quand même des joueurs très très irréguliers. Walkup est bon un match sur deux. Sur le banc, Augustin Rabbit et Nigel Hayes, qui lui est titulaire, sont aussi bons un match sur 4. C'est des joueurs très irréguliers, même si Rocco Baitis, lui qui est le jeune joueur, est excellent en sortie de banc. Je pense qu'il y a aussi un peu d'irrégularité, mais au niveau individuel et pas au niveau collectif. Ce qui fait que par exemple, ils ont été capables de s'incliner de 20 points contre Baskonia lors du dernier match. On passe au niveau 2 étoiles, le niveau des outsiders. C'est les clubs qui arrivent pas leaders, pas favoris, mais qui peuvent renverser des gros clubs. Et je vais commencer avec l'Anadolu Efes Istanbul, qui pour moi, quand l'Anadolu est au complet, il peut clairement rivaliser avec les plus gros. Certes, cette saison, on les a vus à un moment basculer en dehors des playoffs, mais depuis l'arrivée de Zanan Musa, qui joue d'ailleurs pas, il gagne. Et puis, depuis que tout le monde a retrouvé sa forme, que Simon n'est plus blessé, que Dunston n'est plus blessé, que Stanley n'est plus blessé, tous les joueurs réunis ensemble, c'est des joueurs qui se connaissent depuis déjà 2 saisons, et ça commence à être... La machine est en marche côté Anadolu. Sheldon Larkin qui commence à retrouver son niveau, Misic qui est incroyable, qui fait une superbe saison. La machine est en marche et voilà, tous ces joueurs réunis, ça fait vraiment un sacré niveau. Deuxième club, le Real Madrid. Bon, on peut pas parler de titre de Rolex sans le Real Madrid, même si cette année ils sont un petit peu plus faibles par rapport à l'année dernière et aux années d'avant. Globalement, ce que je trouve, c'est une équipe un peu vieillissante parce que Yul, Fernandez, ça commence sacrément à vieillir. Puis après, même si Tavares fait une très très bonne saison, Tavares, depuis quelques matchs, il n'est pas non plus à faire des matchs de ouf, il en a fait 2, 3, 4 vers décembre-janvier, mais après, voilà.
Causeur commence un peu à se réveiller, ça j'aime bien aussi. Mais voilà, c'est une équipe, je pense, qui peut aller réellement faire parler son expérience contre les plus gros clubs. Mais il manque encore un peu de jeunesse dans ce club pour moi pour qu'il passe au statut de leader. On passe tout de suite au Bayern, qui fait aussi partie des outsiders. Bayern, club surprise de cette saison, clairement. On les attendait pas aussi haut, mais Reynolds, il est monstrueux. Reynolds comme pivot en sortie de banc en plus, puisqu'il joue remplaçant. Il fait le travail qu'il a à faire, il impose son physique monstrueux, il dunk, il est monté sur ressort, clairement. Baldwin, qui est un excellent meneur, moi je trouve, qui est capable de varier son jeu, capable de shooter à 3 points, de défendre, de monter au cercle. Enfin bon, il est vraiment très très polyvalent, Baldwin. Puis derrière, t'as des joueurs comme Siley, comme Weiler-Bab qui sont capables d'aller faire des petites perfs par-ci par-là. Et c'est pour ça qu'on ne sait jamais tomber face à, par exemple, un FC Barcelone au premier tour. Un gros Bayern Munich, ça peut aller l'emporter. Ils ont réussi à faire un comeback contre le CSKA Moscou et aller s'imposer contre un CSKA Moscou au complet. Donc voilà, c'est pour ça que le Bayern Munich fait partie des outsiders. Dernier club que je vais classer dans ces outsiders, c'est l'Olympia Milano. L'Olympia Milano, franchement, c'est pas un club que j'adore, c'est pas un club que je supporte à fond, mais c'est un club qu'il faut l'admettre est quand même 3ème d'Euroleague à l'heure où on parle. Ça veut dire quand même qu'il y a énormément de bon travail du côté des hommes de Ettore Messina, mais il y a quand même un peu de moins bien. Parce que moi, la défaite que je l'ai laissé prendre contre l'Asvel, j'ai vu un Olympia Milano clairement pas à la hauteur. Bon, même s'ils ont recruté un intérieur, c'est-à-dire, je connais plus le nom du joueur parce qu'il a un nom très compliqué, un intérieur qui va remplacer vraiment l'aspect un petit peu négatif de Tarziuski dans ce début de saison qui est pas au top de son niveau. Heinz est très bon en sortie de banc, mais Tarziuski, voilà, c'est un petit peu la pièce manquante. Datom est un peu irrégulier, mais voilà, c'est l'expérience. Et puis de l'année Punter, quand ils sont dans leur match, ils sont excellents. Chevon Shield, j'en parle même pas, c'est un régal de le voir jouer. Mais voilà, je pense qu'il leur manquait vraiment un intérieur, ils ont fait du bien de recruter un nouveau pivot, et je pense que ça va vraiment leur apporter. En plus, il est très grand, il fait 2m13. Donc honnêtement, je pense que Milan peut faire partie des outsiders, mais voilà, va falloir monter en tempérament aussi pour Milan, et il va falloir aussi montrer qu'ils sont capables de gagner contre des grands, parce que pour l'instant ils gagnent contre des petits, ou ils perdent, même s'ils perdent contre l'Asvel, ils gagnent contre des petits, mais ils peuvent pas gagner encore contre des grands. Alors voilà, moi j'attends juste ça du côté de Milan. Sur la partie la plus intéressante, 3 étoiles, mes favoris, ceux qui sont davantage mis en avant quand arriveront les playoffs, et je vais commencer avec le FC Barcelone. Le FC Barcelone, c'est un club qui est monstrueux, un très gros budget, le plus gros budget européen, des joueurs de qualité comme Nick Calates qui est monstrueux à la passe, Nikola Mirotic qui fait encore une saison incroyable, meilleure évaluation du championnat comme l'année dernière. Et puis derrière, t'as des Adamanga, Corey Higgins, Pierre Oriola, enfin bon, Léo Westermann, même sur le banc, notre Frenchie, faut qu'on en parle un petit peu, très efficace depuis qu'il a été recruté. Voilà, vraiment, ils ont un groupe de joueurs qui s'est créé et ils ont vraiment une équipe pleine de talent et qui, quand ils sont complets et quand ils arrivent bien à jouer, et ben c'est au top. Avec un coach, Jackie Sevicius, moi je le trouve incroyable. Bon, même s'il s'énerve énormément, il est tout le temps énervé. Pendant le match, il m'écrit sur ses joueurs. Mais justement, voilà, on sent aussi qu'il y a un espèce de groupe, il y a plus Thomas Hurtel. C'est peut-être une bonne chose pour le Barça. Et c'est pour ça que pour moi, ils sont favoris. Bon, clairement, j'allais pas les mettre en outsider, vu l'équipe qu'ils ont et vu la place qu'ils prennent, sachant qu'ils sont premiers d'Euroleague. Clairement, ils assument leur rôle de leader. Maintenant, pour le Barça, l'objectif, ça va être d'aller jusqu'au bout. Deuxième club qui est, pour moi, favori, le Fenerbahçe. Ouh là 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 là. Je vous attends tous, là, le Fenerbahçe, bilan 14-10, tu vas pas nous dire quand même qu'ils sont favoris. Depuis que Marko Guduric est arrivé au Fenerbahçe, le Fenerbahçe est sur un bilan de 9 victoires, 0 défaites. En plus, ils ont recruté Kylo Quinn. La machine est lancée. Ils sont inarrêtables. En ce moment, c'est le meilleur club en Euroleague. Ils ont battu le CSKA. Récemment, ils ont battu plein de clubs. Et en fait, ils ont battu 9 clubs d'affilée quand même. Nando De Colo a mis sa machine en marche. Nando De Colo score. Nando De Colo passe. Nando De Colo est le magicien à la baguette magique. Nando De Colo à la baguette plutôt. Nando De Colo lead le jeu. Voilà, Nando De Colo. Non, en vrai, Nando De Colo vraiment impose son leadership dans ce club. Lorenzo Brown en arrière, monstrueux au scoring. Guduric très très bon au rebond et un petit peu au scoring. Il est là pour scorer aussi. Vesely, Nando De Colo, un régal. Des joueurs qui jouent ensemble depuis 2 ans, mais waouh, c'est monstrueux. Passe dunk pour LOL. Un régal, Vesely, Nando De Colo. Puis après, sur le banc, t'as des Hamilton. Non, pas Hamilton qui est parti. Ouh là là là. Faites pas des erreurs comme ça.
Mais sur le banc, t'as d'excellents joueurs, t'as de la rotation. T'as vraiment, t'as Dishon Pierce notamment, voilà, c'était pas Milton que je cherchais, mais Pierre. T'as Dishon Pierce qui est monstrueux. Et puis moi je trouve que vraiment cette équipe du Fenerbahçe, depuis qu'elle gagne, et ben réellement elle est favorite. Et honnêtement, ça peut battre des Barcelone et ça peut battre des CSKA Moscou. Le Fenerbahçe, je suis pas sûr qu'à la fin de la saison, ils finissent dans le top 3. Mais au moins, je pense qu'honnêtement, ils vont arriver en play-off avec l'avantage du terrain et en étant favoris même. Je pense honnêtement parce que vu l'effectif qu'ils ont, je sais pas, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, mais pour moi le Fenerbahçe fait clairement partie de mes favoris. Enfin, le CSKA Moscou, on clôture avec ce club-là. Mike James, on sait que c'est un petit peu compliqué, mais on sait que le CSKA veut aussi le conserver, puisque, en fait, ben voilà, c'est quand même un joueur d'énorme qualité, meilleur score du championnat. Il a fait une pige à 37 points, 7 passes contre Valence, mais à la fois, il a un comportement... J'ai même pas d'adjectif pour juger son comportement, mais un comportement assez limite dans un club comme ça. Après, on a aussi appris du côté du CSKA la mauvaise nouvelle, c'est Milutinov blessé jusqu'à la fin de la saison, qui a été remplacé par Michael Eric qui vient d'arriver. Et je pense que c'est une bonne chose que Eric arrive, qu'ils aient trouvé un pigiste médical. Voilà, il va apporter beaucoup son physique, comme on l'a vu à Baskonia la saison passée, et comme on l'a vu en ce début de saison à Turk Telecom. Mais voilà, ça reste quand même pour moi une équipe favorite, le CSKA, parce qu'il y a Torniquet Chengelia, t'as Wagman sur le banc, t'as Korbanov et son expérience européenne, t'as Mike James. S'ils arrivent à contrôler Mike James, le CSKA ils sont inarrêtables tout simplement. Quand tu vois, t'as Mike James qui arrête d'en faire qu'à sa tête. Le CSKA c'est une équipe de qualité, t'as aussi des jeunes russes, des jeunes joueurs russes, hein, je parle vraiment des jeunes formés par le club. Et vraiment, t'as vraiment cette progression et c'est pour ça que le CSKA fait partie de mes favoris. On arrive à la fin de cette vidéo. Certes, j'ai pas étalé plus que ça mon argumentaire, parce que je pense que voilà, si je débat tous les clubs, si je fais tous les clubs, la liste des... Là j'en ai présenté 9, si je fais la liste des 9 clubs comme ça en vous disant machin truc sur tous les clubs, ben j'en aurai pour 4 heures clairement, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Bien évidemment sur tous ces clubs, je suis revenu sur les points principaux, sur ce qui me semblait ce qu'il fallait que je mette en avant. En tout cas, n'hésite pas à mettre ton like si t'as aimé, n'hésite pas à t'abonner si tu passes par cette vidéo. On est une chaîne qui développe le basket européen. Et puis n'hésitez pas surtout à débattre dans les commentaires pour vous qui gagnera l'Euroleague. Allez, moi je vous dis à la prochaine, c'était French Basket Europe.